Eh bien, bonjour à tous, merci d'être avec nous. La principauté de Monaco est souvent perçue comme un joyau, un symbole du luxe et de la prospérité. Mais derrière cette image se cache une réalité économique dynamique, une stratégie d'adaptation constante et une place financière qui ne cesse de se réinventer. Dans un contexte mondial marqué par des incertitudes économiques, et ce qui se passe à côté de la frontière, côté français aujourd'hui nous le prouve, des tensions géopolitiques et des mutations technologiques rapides, une question se pose: comment est-ce qu'un micro-État comme Monaco parvient-il à maintenir et à renforcer son attractivité, une attractivité dont on a déjà beaucoup parlé et que la table ronde précédente avec le modèle éducatif monégasque nous a déjà mis en lumière. C'est précisément l'attractivité, le sujet de notre table ronde d'aujourd'hui, qui va nous permettre de décrypter les fondations de l'économie monégasque et sa capacité à naviguer dans un environnement financier global en pleine transformation. Et pour en parler, nous avons le privilège d'accueillir des intervenants de premier plan, chacun forcément expert dans son domaine. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Ludmila Racona-Le Goff, déléguée en charge de l'attractivité auprès du ministre d'État. Bonjour Madame. Vous allez nous exposer la vision stratégique et les efforts de promotion de la principauté. Madame Mathilde Lemoine, bonjour Madame. Vous êtes la chef économiste groupe Edmond de Rothschild et administrateur de société. Et vous allez nous apporter votre éclairage, bien sûr, sur le contexte macroéconomique mondial. Monsieur Robert Laure, bonjour. Vous êtes le président de l'AMAF, l'association monégasque des activités financières. Et vous allez nous apporter votre éclairage sur le cœur du secteur financier de la Principauté. Enfin, monsieur Stéphane Bruno, directeur du développement économique de la Principauté, vous allez nous présenter les piliers et les stratégies de l'économie monégasque. Avec ce panel, je pense qu'on saura tout de la place forte qu'est Monaco dans l'économie mondiale et de son fort pouvoir d'attractivité. Madame Racona-Le Goff, nous allons explorer les défis et les opportunités qui se présentent à la Principauté. Nous allons aborder les questions de résilience économique, de réglementation financière, d'innovation, tout en nous demandant comment Monaco peut continuer à se positionner comme une terre d'accueil privilégiée pour les entrepreneurs et les talents du monde entier. Et je vous propose de commencer par vous, si vous le voulez bien, pour nous expliquer comment la Principauté reste toujours plus attractive et plus prospère. Et je vous invite à nous rejoindre. Donc, mesdames, messieurs, je suis vraiment très heureuse de pouvoir intervenir aujourd'hui devant vous dans le cadre de cette nouvelle édition du Salon Monaco Business et d'avoir le privilège d'ouvrir cette table ronde. Donc, si je suis là aujourd'hui, c'est pour parler avec vous d'un sujet à la fois simple mais néanmoins vital, l'attractivité de la Principauté de Monaco. Alors, pas comme d'un concept théorique ou un slogan institutionnel, mais comme d'une réalité très concrète qui conditionne vos affaires, vos investissements et au fond notre prospérité commune. Alors je veux que vous sachiez une chose d'emblée. J'ai été nommée il y a seulement 10 jours, mais mon engagement auprès de vous est total. Et d'ailleurs depuis bien avant cette prise de fonction, puisque j'ai eu la chance de mener une carrière riche au service de la Principauté et de ses différents acteurs. Mais l'attractivité n'est pas un sport individuel. C'est un sport collectif. Et c'est ensemble que nous allons la rendre encore plus visible, encore plus concrète et encore plus efficace. Mais avant de vous parler de choses concrètes, parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse, les choses concrètes, permettez-moi de commencer par rappeler ce qui fait la singularité et la force du modèle monégasque. À Monaco, l'attractivité n'est pas une politique publique parmi d'autres. C'est la condition même de notre prospérité et c'est une politique publique qui doit servir à mettre en avant l'ensemble des politiques publiques portées par le gouvernement princier. Vous le savez, notre pays, par sa taille, n'a pas vocation à produire en masse. Sa force est d'attirer des résidents, des talents, des entreprises à forte valeur ajoutée qui irriguent directement l'économie et la société monégasque. Les chiffres vous ont déjà été donnés tout à l'heure, mais ils sont quand même très parlants. 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 174 milliards d'euros d'actifs sous gestion dans nos établissements, un nombre d'emplois du secteur privé qui dépasse les 66 000, un secteur immobilier qui a connu une année record et qui anime tout un secteur économique, et un secteur du tourisme qui, cette année, a doublé sa croissance. Ces résultats
sont la preuve, s'il en est, que notre positionnement est un levier de croissance, et c'est grâce à vous. Ils soutiennent directement notre modèle social, un haut niveau de service public, permettent de servir un salaire moyen qui dépasse largement celui de nos voisins, et soutiennent aussi un modèle redistributif qui profite aussi bien à nos résidents qu'à ceux des communes voisines. Mais pour comprendre nos défis actuels, car ils existent bel et bien, il faut replacer la principauté dans le contexte international qui est aujourd'hui marqué par de profondes mutations. Depuis la pandémie de 2020, la donne mondiale a changé. Les crises se succèdent et les transitions se télescopent. Nous allons bien évidemment évoquer l'ensemble de ces sujets tout au long de notre échange, mais nous faisons face à des tensions géopolitiques accrues en Ukraine, Moyen-Orient, l'Asie, un climat économique instable marqué par la volatilité des marchés et la montée du protectionnisme, des exigences renforcées en matière de conformité internationale, mais aussi, et comment ne pas l'évoquer, la révolution numérique et l'essor de l'IA, dont les investissements mondiaux devraient croître de 60% dans les 3 prochaines années et générer, selon McKinsey, jusqu'à 4 400 milliards de dollars de valeur économique d'ici 2030. Et enfin, la transition écologique et énergétique qui nous pousse à redéfinir nos modèles de production et nos modèles de consommation. Donc, dans ce contexte, Monaco doit tenir un équilibre subtil, être à la fois exemplaire sur le plan de la rigueur et de la transparence, tout en restant néanmoins agile et compétitive pour l'ensemble de ses acteurs économiques. Pour cela, nous disposons déjà d'atouts différenciants. Donc, vous les connaissez évidemment, mais donc une stabilité politique et institutionnelle sans équivalent, gage de visibilité à long terme, et je pense que pour des entreprises, des chefs d'entreprise, la visibilité est un des critères prédominants. L'absence de dette publique, l'existence d'un fonds de réserve qui sécurise nos finances, une fiscalité simple et lisible, un écosystème économique compact, agile, où l'accès aux décideurs, aux autorités et aux différents réseaux est particulièrement rapide. Un cadre de vie unique qui associe à la fois sécurité, offre éducative internationale, vous en avez parlé juste avant, un niveau de santé de très haute qualité, un niveau d'accès aux soins de très haute qualité et une richesse culturelle qui séduit tout autant les familles que les entrepreneurs. Mais en complément de ces atouts historiques et pour avoir une action à la fois forte et transformative, Monaco doit aussi se projeter dans les transitions de demain en définissant ses priorités et en alignant ses actions en conséquence. Il ne s'agit pas ici d'opposer la tradition et la modernité, mais de faire bien en sorte que l'un nourrisse l'autre, tout en ayant à l'esprit 3 exigences qui me paraissent de bon sens: offrir un environnement compétitif et simple aux investisseurs, respecter les standards internationaux de transparence et de conformité, préserver une discipline budgétaire stricte, mais néanmoins d'opportunité, en s'appuyant sur l'absence de dette publique. C'est cette combinaison qui alimentera notre crédibilité future en étant à la fois attractif et responsable. Mon rôle, en tant que déléguée en charge de l'attractivité, et celui de mes équipes qui sont présentes aujourd'hui, est d'assurer la cohérence stratégique de cette politique et, comme vous l'a dit le ministre d'État tout à l'heure, de porter le message institutionnel de Monaco, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de son territoire, auprès des partenaires, auprès des acteurs de l'attractivité, auprès des prescripteurs, et j'en oublie certainement. Cette action est la coordination renforcée que j'entends mettre en œuvre entre le gouvernement, les différents services du gouvernement, les partenaires publics et privés, doivent permettre d'accueillir de nouveaux investisseurs, mais aussi et peut-être surtout de fidéliser ceux qui font déjà partie de notre écosystème, c'est-à-dire vous. Car votre confiance et votre réussite sont notre meilleur capital et notre attention doit être pleinement orientée vers vous. Nous ne devons pas chercher à faire comme certains hubs mondiaux que vous connaissez tous, Dubaï, Singapour.
Ces places qui réussissent, on ne va pas dire le contraire, disposent d'écosystèmes massifs, intégrés, fortement financés, mais leur modèle ne me semble compatible ni avec notre taille, ni avec notre identité. Là où certains proposent des parcours standardisés et extrêmement rapides, peut-être un peu trop, Monaco doit assumer pleinement son positionnement de hub premium, garantissant un traitement et une expérience sans équivalent. Alors une fois que j'ai dit ça, vous allez me dire c'est très intéressant, ou pas, mais nous l'avons déjà entendu à maintes reprises. Donc concrètement, qu'est-ce que vous allez faire, vous, en tant que délégué, avec vos équipes et avec vos partenaires, pour l'attractivité de Monaco ? Un de vos éminents représentants, que je ne vois plus dans la salle, m'a parlé de preuve d'amour. Alors le terme est peut-être un peu fort, mais je prends quand même le point. Alors d'abord, il y a une évidence. Seul le délégué ne peut rien faire. L'attractivité de Monaco, c'est une dynamique collective qui doit être clairement portée et assumée par le gouvernement qui entend y mettre tous les moyens nécessaires en rassemblant, en coordonnant et en fédérant tous les acteurs. Donc je vous l'ai dit, ma mobilisation sera totale en ce sens. Alors encore plus concrètement, comment on va procéder ? Vous vous doutez qu'à 10 jours de ma prise de fonction, pour le moment, je suis en phase de constat et que je m'efforce de rassembler toutes les informations dont j'ai besoin pour pouvoir faire des propositions encore plus concrètes. Donc je vais venir vous voir parce qu'aller à la rencontre des entreprises, écouter vos réussites comme vos difficultés, comme des difficultés, qu'il s'agisse de difficultés administratives, de difficultés réglementaires, de difficultés d'accueil. Pour moi, c'est la seule manière de comprendre la réalité du terrain. Ces retours, je veux les transformer en propositions concrètes pour améliorer nos dispositifs et donc notre attractivité. L'équipe de l'attractivité sera votre relais auprès du gouvernement pour qu'à chaque fois que cela sera possible, vos retours et vos attentes soient prises en compte. Parce que l'attractivité ne se décrète pas, elle se construit au quotidien par un dialogue permanent et une capacité à s'adapter, à faire preuve d'agilité, la fameuse agilité dont je vous parlais tout à l'heure et dont le ministre d'État a également parlé. Donc en définitive, ce qui ressort de cette analyse, c'est ce que je vous disais en intro et que j'ai pu répéter quand même à plusieurs reprises. L'attractivité, c'est un sport collectif, s'il en est. Notre ambition est claire, renforcer Monaco dans son rôle de place économique d'excellence, résiliente, innovante et durable, et consolider son rayonnement international. Nous nous y emploierons avec détermination. À titre personnel, je m'y emploierai avec détermination. Et je sais que je pourrai compter sur vous pour atteindre cet objectif. Je vous remercie. Merci. Allô, allô. Merci beaucoup, Madame Racona-Le Goff. Merci pour cette feuille de route qui éclaire parfaitement la nouvelle mission dont vous êtes porteuse depuis quelques jours et on vous souhaite le meilleur pour cette mission. Nous doutons que vous la remplirez parfaitement. Petite question subsidiaire, vous nous avez fait la promotion de Monaco, bien évidemment, et nous montrer à quel point son attractivité est forte. Quel est le facteur X monégasque pour apporter à Monaco les talents, mais aussi, et on l'a dit déjà avec l'éducation dans la table ronde précédente, les familles qui vont autour de ces talents? Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. C'est ce que je disais rapidement tout à l'heure. Donc on a un certain nombre d'atouts historiques qui sont connus et reconnus et clairement identifiés par l'ensemble des personnes qui sont installées ou qui ont envie de s'installer. Notre mission, c'est de toujours les remettre en question. Je pense que c'est un exercice auquel on est obligé de se confronter, toujours les remettre en question et essayer de prendre le meilleur de ce qui peut se faire à l'extérieur pour le mettre en œuvre chez nous, parce qu'on a cette chance d'être petit et de pouvoir s'approprier assez rapidement
des modèles qui existent par ailleurs. Et nous avons la chance aussi d'avoir un réseau de personnes qui diffusent largement ce message et qui contribuent à nous positionner très clairement et très légitimement. C'est-à-dire que la principauté est déjà riche de ses talents pour aller chercher ceux qui sont à l'extérieur. La principauté est riche de ses talents, totalement. C'est d'ailleurs un des pans d'activité de la cellule attractivité qui dispose d'un réseau solide, qui lui permet de relayer le message auprès de candidats potentiels. Et nous cherchons à maintenir ce réseau, à l'accroître, et nous l'utilisons avec détermination. Merci beaucoup. Alors, être attractif, c'est bien, mais pour être attractif, il faut recontextualiser dans un milieu économique. Chère Mathilde Lemoine, vous êtes l'économiste en chef du groupe Edmond Rothschild, et avec vous, on va essayer de voir un petit peu dans quel contexte se situe la principauté aujourd'hui dans une situation économique mondiale un petit peu compliquée et pleine d'incertitudes, n'est-ce pas? Notamment avec Donald Trump aux États-Unis, bon, en ce moment en Angleterre pour une visite d'État, mais qui a instauré vraiment un rapport de force dans l'économie mondiale et notamment avec les droits de douane. Tout ça concourt vraiment à un phénomène d'incertitude un petit peu inquiétant quand même, n'est-ce pas? Effectivement, l'environnement international est particulier, singulier, unique depuis Bretton Woods. Je pense que c'est la première fois qu'on est dans cette situation. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a la partie visible de l'iceberg qui est l'augmentation des droits de douane. Donc, les Américains souhaitent rééquilibrer les rapports de force économiques entre leurs grands partenaires. Ça se traduit par des augmentations de droits de douane, 15% pour l'Union européenne actuellement, en moyenne. Alors après, il y a des secteurs exonérés, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Des pays moins bien traités comme la Suisse, avec 39%. L'Indonésie, le Vietnam, le Japon, bref, c'est le monde entier. Alors, rapidement, qu'est-ce qui se passe? Parce que si on ne comprend pas ce qui se passe, c'est compliqué d'appréhender justement la bonne réaction à avoir dans ce contexte singulier. C'est que les Américains sont revenus en force dans la croissance mondiale suite à l'offensive chinoise de gagner la bataille pour le leadership mondial. Ça date à peu près du deuxième mandat du président chinois Xi Jinping, qui a déclaré que la croissance était un instrument clé de souveraineté. Je pense que ça, c'est très important à avoir en tête. Et il a déclaré ça à un moment où les Américains étaient exsangues suite à la grande crise financière de 2008. Donc les Américains, quel que soit le gouvernement d'ailleurs, quel que soit le président, que ce soit Trump, Biden, Trump, ont eu pour objectif de relancer la machine américaine pour avoir une croissance relativement dynamique et donc pouvoir justement batailler avec les Chinois, pas seulement sur la guerre technologique, mais aussi sur une forme de puissance économique, puisque la puissance économique fait la puissance politique. Et en creux, vous voyez pourquoi l'Europe, on est absent. On va parler de l'Europe. Voilà, mais on voit déjà en creux pourquoi nous, on n'est pas dans cette bataille. Et dans ce contexte, donc Donald Trump a souhaité aussi être plus offensif avec, tout d'abord, lors de son premier mandat, une augmentation des droits de douane vis-à-vis de la Chine, mais maintenant vis-à-vis de tous ses partenaires. Il faut comprendre l'objectif final. L'objectif final, c'est de retrouver une forme de puissance industrielle. Parce que les États-Unis ont une puissance financière, ont maintenant une puissance économique, une puissance militaire, mais ont perdu la puissance industrielle, puisque la Chine est la première puissance industrielle mondiale. Et ça implique, pour les Américains, on peut être d'accord, pas d'accord, c'est un état de fait, donc il faut le prendre comme il est, ça implique ces augmentations de droits de douane, et ça implique aussi une incertitude inégalée, historique. Donc ce n'est pas qu'une impression. Selon nos mesures d'incertitude, l'incertitude est 2 fois plus élevée aujourd'hui qu'en 2001. Donc on a vraiment ce phénomène d'incertitude. Et quelles peuvent être les conséquences de ces incertitudes? Elles peuvent être évidemment multiples, mais elles ne sont pas que négatives. Augmentation des droits de douane. Donnez-nous un peu d'espérance. Voilà, c'est négatif, ça fait du ralentissement de l'investissement, du ralentissement de la demande.
L'incertitude, elle résulte du fait qu'on est en train de changer de système, qu'on est en train de passer d'un système de mondialisation à un système de rivalité de puissance. Qui dit rivalité de puissance dit défense de souveraineté. Défense de souveraineté, c'est plus d'investissement. Donc ça peut être aussi un élément de soutien. C'est pour ça qu'on n'anticipe pas à ce stade de forte récession mondiale. C'est parce que même si la hausse des droits de douane, ça a un impact négatif sur l'activité économique, les gouvernements sont obligés d'investir beaucoup plus pour justement atteindre cet objectif de souveraineté. Alors ça peut être de l'investissement économique, de l'investissement militaire. Et c'est là où je rejoins ce que vous disiez en introduction, c'est que comme on est dans un changement de système, on est en phase de transition, on ne sait pas si ça va marcher, on ne sait pas si effectivement les Américains vont regagner un peu de puissance industrielle au prix d'une chute de leur consommation. Donc, c'est compliqué d'adapter les politiques publiques pour l'Europe, pour les autres pays. En revanche, ce qui est facile, c'est de donner de la visibilité et d'avoir une stabilité institutionnelle. Ce qui paraissait évident, normal, il y a quelques années, devient vraiment quelque chose de discriminant, positivement discriminant. Encore une fois, parce que personne ne sait si ce changement de système va réussir. La certitude qu'on a, c'est qu'on est en phase de transition. Et donc, il y a vraiment cette liberté pour les gouvernements de chaque pays d'y réagir en donnant de la visibilité, une forme de stabilité. Et ça c'est quelque chose que je trouve intéressant. Alors, vous parlez de stabilité. Malheureusement, la stabilité, on ne l'a pas forcément aux frontières de la principauté. Traversons un peu l'Atlantique, arrivons en Europe. Comment est-ce que l'Europe se positionne dans ce système économique mondial un peu balbutiant, et notamment les pays frontaliers de la principauté? On va bien sûr parler de la France, en pleine crise sociale aujourd'hui, et de l'Italie. Défensive, malheureusement. C'est-à-dire que par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, où vous l'avez vu, il y a une vraie stratégie. On peut la trouver dingue, on peut la trouver inadaptée, voilà, mais que ce soit de la part des Américains, des Chinois, des Russes, du Moyen-Orient, il y a des stratégies. L'Europe, elle est défensive parce qu'elle a continué de voir le monde comme elle voudrait que le monde soit. Et ça nous a fait prendre du retard par rapport à la stratégie. Alors, est-ce qu'il faut pour autant faire la même chose? Pas forcément. Mais en tout cas, il faut décider de quelque chose. Et pour les pays... Donc, à ce stade, on est encore dans une période un peu d'instabilité. Vous voulez dire que l'Europe est trop frileuse? Elle ne sait pas où elle va. Regardez, si je prends l'exemple de la transition énergétique, Monaco, il y a une stratégie. Il y a des innovations qui ont été faites il y a longtemps. Il y a une réduction de la dépendance énergétique. C'est clair, ça se voit dans les chiffres. En Europe, quand vous interrogez les chefs d'entreprise, ce qu'ils craignent, ce n'est pas forcément la montée des prix de l'énergie, c'est le fait qu'ils considèrent qu'il n'y a pas de visibilité sur la politique de transition énergétique européenne. Ça ne réduit pas la dépendance. Ça l'augmente vis-à-vis de la Chine, parce que la Chine déverse ses produits liés à la transition énergétique sur l'Europe. Et donc, typiquement, ça a un effet négatif, alors que la transition énergétique peut avoir un effet d'innovation et de réduction de la dépendance énergétique positive pour un écosystème tel qu'il est aujourd'hui à Monaco. Donc, voilà un exemple concret. Donc, cette position très défensive de l'Europe fait que des pays comme la France, en fait, sont englués dans leurs problèmes nationaux. Alors, un peu d'espoir. Heureusement, la zone euro n'est pas la France n'est pas la zone euro, hein, donc on peut sortir de ce pays. Et ce qu'on voit, c'est que certains pays qui ont vécu des crises extrêmement profondes, comme l'Espagne et l'Italie, ont su profiter des fonds européens décidés au moment de la pandémie pour justement innover, investir. Si je prends l'exemple de l'Espagne, sa croissance, elle résulte aussi du fait que les fonds européens ont servi à digitaliser le secteur du tourisme, le secteur de la formation. L'Italie a un secteur industriel autrement plus performant et dynamique que la France. Il représente une part du PIB beaucoup plus important. Et l'Italie est en train de se rapprocher du point de vue industriel de l'axe de l'Europe de l'Ouest qui bénéficie des investissements chinois.
Donc en fait, à part la France, les partenaires de Monaco sont plutôt dans une dynamique relativement positive, et la Suisse aussi, ce qui est potentiellement aussi une terre de développement. Donc on voit vraiment la différence, c'est la capacité des gouvernements à mettre en place des politiques qui améliorent l'agilité, l'adaptabilité. Et donc, c'est l'investissement, créer un terreau favorable pour le développement des entreprises, et puis les hommes. L'éducation, la formation. Alors voilà, ça rejoint ma question suivante. Dans ce contexte d'incertitude, quels sont en fait les secteurs d'activité ou les classes d'actifs qui pourraient faire preuve de la plus grande résilience? Vous venez de commencer à y répondre. Effectivement, alors on a ce phénomène des droits de douane qu'il ne faut pas oublier, qui à court terme génère de l'inflation. Alors, moi, mon avis, qui n'est pas forcément celle du consensus, c'est qu'à long terme, ça peut avoir un impact négatif sur la consommation et l'investissement, et donc plutôt un effet récessif. Bon, mais à court terme, ça augmente aussi l'inflation. Pour répondre à votre question, c'est une piste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un peu plus d'inflation qui est liée, encore une fois, à la politique de souveraineté, à cette stratégie imposée par le duel en fait, sino-américain, l'économie réelle finalement est paradoxalement une source d'investissement adaptée. Ensuite, on a vu que la stratégie de Donald Trump, qui était de rééquilibrer l'économie intérieure pour qu'il y ait moins de consommation, plus d'industrie, ça générait une certaine volatilité sur les marchés obligataires. Pourquoi ? Parce que Donald Trump et le gouvernement américain au sens large considèrent que c'est pas du tout un problème si les étrangers achètent moins d'actifs américains, et notamment de la dette américaine, que les ménages américains vont remplacer les acteurs internationaux. Et là où c'est cohérent, là où il faut regarder ce qui se passe, c'est que dans la dernière loi qui a été votée, il y a effectivement beaucoup de mesures pour soutenir l'épargne des ménages américains et pour les inciter à investir dans la dette américaine. Aujourd'hui, les résidents américains détiennent plus de la moitié de la dette américaine. Et donc, on voit quand même qu'au-delà des mots, au-delà des politiques, au-delà du débat, il y a une réalité qui est que la dette américaine continue d'être achetée, mais par les résidents. Et que ça crée une petite incertitude, donc une volatilité sur les marchés obligataires et sur les marchés d'échange, extrêmement compliqués les marchés d'échange, parce que, encore une fois, si Donald Trump considère que l'Europe n'a pas respecté sa part du deal, il peut réaugmenter les droits de douane à 25%, ce qui a un impact direct sur l'échange. Donc sur l'échange, franchement, c'est extrêmement compliqué. Ouais. Il faut vraiment des personnes très, très talentueuses. Dernière question, Mathilde Lemoine. Face à l'évolution des politiques monétaires et puis à la montée du protectionnisme de plus en plus prégnant, comment est-ce que les investisseurs peuvent rééquilibrer leur portefeuille pour diversifier en fait les risques géographiques dont vous avez parlé et puis aussi les risques sectoriels? Le monde est en train de se rééquilibrer autour de l'axe transpacifique, donc Asie-Amérique au sens large. Ça a d'ailleurs été la stratégie américaine d'avoir plus de croissance pour justement pouvoir être offensive. C'est préparé de longue date, on le voit quand même. Aujourd'hui, la contribution à la croissance mondiale des États-Unis est d'environ 25%. C'est énorme parce que c'était quasiment rien. La contribution de la Chine reste aux alentours de 32% et la contribution de l'Asie autour de 20%. Bon, l'Europe, moins de 3%. Vous voyez ? Donc, les sources de croissance, on le voit, c'est vraiment États-Unis, Asie. Et donc, voilà les investissements géographiques. Alors ensuite, l'Amérique latine bénéficie de ces exportations agroalimentaires vers la Chine, puisque les États-Unis, les Chinois importent moins de produits agroalimentaires américains. Mais on voit cet axe de développement. Et il est vrai qu'à moyen terme, la croissance, la rentabilité dépend aussi des perspectives de demande et d'investissement. Et les États-Unis, de ce point de vue-là, même si, encore une fois, la consommation va peser à court terme, la stratégie américaine génère de l'incertitude.
la croissance de la population américaine reste aussi une source de développement, contrairement à ce qui se passe en Europe. Donc on voit quand même... Alors ensuite, il y a des sources d'investissement attractifs en Europe. C'est aussi tout ce qui est lié à cette défense de souveraineté. Donc ça peut être évidemment tout autour de, on comprend bien la cybersécurité, tout autour de la transition énergétique qui est aussi une forme de dépendance, tout ce qui est aussi IA, parce que dans les pays vieillissants, c'est une source de productivité potentielle. Enfin, vous voyez, après, c'est pas parce que du point de vue macroéconomique, du point de vue des perspectives de croissance nominale de moyen terme, l'Europe est quasi absente, qu'il n'y a pas de potentiel et de potentiel d'investissement dans des secteurs qui sont liés justement aux stratégies de politique économique. Mais il faut être aussi assez réactif parce que c'est plus volatile que la grande période de mondialisation où il y avait un certain alignement de l'ensemble des pays du monde. Et alors, j'ai envie de vous poser une petite dernière question, parce que là, on parle de grands États, on parle d'immenses continents, hein, même d'un point de vue économique, et puis on est en principauté de Monaco, un micro-État, et visiblement, on s'en sort bien à Monaco. Alors, comment vous l'expliquez, vous, économiste ? Comment un petit État comme ça, est-ce que justement c'est parce qu'il est plus petit, il est plus fort sur ses assises, qu'il résiste mieux ? Alors, je pense que c'est parce qu'il mène les bonnes politiques. Il y a une bonne stratégie. En fait, la taille, le paradoxe, c'est que du point de vue strictement économique, en fait, la taille ne vous donne pas un avantage si vous ne savez pas en faire quoi que ce soit. Voilà, bon usage. Donc, encore une fois, regardez la Suisse. C'est un pays qui a toujours beaucoup investi, elle aussi, dans la transition énergétique et dans l'humain, dans la formation, dans la qualité. Monaco se rapproche de ce modèle. Et c'est des modèles qui sont extrêmement performants dans les périodes d'incertitude telles que celles que nous connaissons aujourd'hui. Et j'ajouterais cette capacité aussi à être inséré dans un réseau international. Parce que vous pouvez être petit mais fermé sur vous-même. Or, si vous êtes bien inséré dans un réseau international, au-delà de la défense de politiques de longue date comme celle de la transition énergétique, c'est que votre productivité, votre capacité d'adaptation est améliorée d'autant. Et vous savez, une des craintes qu'on peut avoir en tant que macroéconomiste, c'est une régionalisation assez stricte. C'est-à-dire que l'Asie, la production asiatique aille en Asie, la production américaine en Amérique, et parce que qui dit régionalisation forte dit moins de transfert de biens et donc moins de transfert de technologie, moins d'échanges, moins de capacité à être meilleur. Et je pense que aussi la force de Monaco, c'est celle-ci, c'est cette capacité à être inséré dans des réseaux internationaux de très haut niveau, et donc de pouvoir tirer le meilleur justement de cette petite taille. Mais encore une fois, c'est vraiment le résultat de choix stratégiques. La taille explique en économie pas grand-chose, et heureusement pour Monaco d'ailleurs. Merci infiniment Mathilde Lemoine pour cette brillante exposé qui nous éclaire. On peut l'applaudir parce que franchement, moi j'ai appris énormément de choses et ça nous permet de contextualiser ce qui se passe en principauté de Monaco. Monsieur Robert Laure, à vous de prendre la parole. Vous êtes, je le rappelle, le président de l'association Monégasque des activités financières et vous allez nous expliquer, si vous le voulez bien, ma première question, en quoi la situation économique mondiale décrite par Madame Lemoine, qui finalement est compliquée et pleine d'incertitudes, mais pas forcément si négative, hein, si j'ai bien compris votre message, en quoi est-ce que ça impacte les activités financières monégasques? Alors aussi bien la situation économique que l'attractivité. Comme ça, on fait le lien avec l'intitulé de notre table ronde. Merci. Déjà, bravo pour l'exposé de cette situation économique. Alors, peut-être un petit rappel, on a déjà parlé dans les interventions précédentes, mais l'activité bancaire et financière à Monaco est une activité essentiellement créditrice. C'est-à-dire que nous avons beaucoup d'actifs financiers en dépôt dans les établissements, en comparaison avec les financements que nous produisons. Donc, le premier impact d'une situation économique internationale, bien évidemment, elle concerne nos déposants, nos épargnants, et bien évidemment nos banquiers, nos banquiers et nos gérants d'ailleurs, qui doivent prendre des décisions
sur les arbitrages, est-ce qu'on achète du dollar, est-ce qu'on vend le dollar, etc. Bon. Donc ça, pour nous, déjà, c'est le premier impact. Ce qui veut dire que cet impact, il entraîne nécessairement, on va dire, une obligation de qualité de la part des intervenants, et notamment on va dire des banquiers, des gérants d'actifs, en Principauté de Monaco. Ça, c'est un point extrêmement important. Donc, cette incertitude pour nous, ce sont des opportunités, d'une certaine façon, parce que déjà, ça permet à des marchés de bouger, et nous avons besoin que les marchés bougent quand même pour vivre, et puis ça oblige, à un moment donné, à avoir un degré, un niveau de qualité qui soit, on va dire, sur des standards tout à fait reconnus internationalement. Le deuxième élément, c'était l'élément que vous avez cité, qui était l'élément de, l'incertitude, on l'a vu, mais l'élément de la stabilité. De l'instabilité plutôt. Et par rapport à cet élément de l'instabilité, Monaco, nous sommes dans un environnement, là aussi, assez singulier. D'une part, parce que nous avons une stabilité institutionnelle qui est extrêmement affirmée. Là-dessus, on n'a pas de discussion. Dans les activités financières et les activités bancaires, nous bénéficions d'une certaine façon d'un environnement qui est un environnement international, c'est-à-dire que les activités bancaires monégasques, elles sont sur le même principe en termes de sécurité que ce que l'on peut trouver dans les grandes zones internationales, notamment en euros, puisque nous avons des accords bien particuliers. Et puis, bien évidemment, c'est un vecteur d'attractivité important pour certains professionnels, notamment dans la finance, qui aujourd'hui se trouvent dans des zones où il y a un peu de perturbation, et qui, en regardant ce qu'ils peuvent choisir en termes d'arbitrage, retiennent la Principauté de Monaco comme étant un lieu on va dire, de localisation. Et nous avons observé, malgré des situations qui n'étaient pas a priori très favorables, mais nous avons observé aujourd'hui des sociétés qui sont venues s'installer à Monaco et des sociétés internationales de grand renom. Alors justement, en quoi est-ce que l'offre de la place financière monégasque se distingue-t-elle de celle des autres centres internationaux ? Et notamment, on a un panel de chefs d'entreprise devant nous en matière d'accompagnement des entreprises. On peut dire aussi un mot de la gestion de patrimoine. Mais commençons déjà par l'accompagnement des entreprises. Alors, sur l'accompagnement des entreprises, nous avons aujourd'hui des banques qui sont des banques vraiment spécialisées et orientées sur l'accompagnement des PME, PMI et entreprises, on va dire, traditionnelles. Banques d'ailleurs qui aujourd'hui ont leur propre stand ici, donc que je vous invite à aller rencontrer. Mais pas que. Nous avons aussi un accompagnement qui est un peu plus spécialisé dans certains domaines, qui aujourd'hui, domaines qui sont confrontés à des évolutions réglementaires un peu, on va dire, contraignantes pour elles, et qui obligent les banques à accompagner ces évolutions. Actuellement, on a donné des chiffres, donc sur les dépôts dans les banques, on a à peu près 176 milliards d'actifs. Sur les financements, c'est-à-dire sur les crédits, nous avons des crédits à hauteur d'à peu près 30 milliards. Donc ça veut dire qu'il y a un accompagnement. Alors ces 30 milliards ne sont pas tous destinés à des financements pour les entreprises, bien sûr, puisqu'il y a des opérations financières elles-mêmes ou des opérations immobilières. Mais après, on a aussi des spécificités qui sont liées dans l'accompagnement des entreprises à la réalité de ce qu'est le tissu monégasque. Un mot sur la gestion de patrimoine ? Sur la gestion de patrimoine, je pourrais même vous dire 2 ou 3 mots. Mais 4 ou 5. Merci. Non, gestion de patrimoine à Monaco, on l'a dit, et je le répète, et c'est une réalité, c'est une activité qui est essentielle pour les activités financières et pour le développement de la place, qui se structure de façon extrêmement ordonnée, professionnelle, pour laquelle nous avons introduit notamment des formations qui sont des formations obligatoires, diplômantes, donc qualifiantes d'abord, diplômantes bien sûr, mais obligatoires, inscrites dans les textes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les banques en Principauté de Monaco, les collaborateurs qui exercent des activités en responsabilité se doivent d'avoir suivi un cursus et d'avoir passé des examens. Et ça, je me souviens que dans la salle, on a quelques personnes qui, à l'époque, je ne vais pas dire combattu, mais ont défendu des idées qui n'étaient pas toujours des idées partagées par tous, mais qui, aujourd'hui, s'avèrent tout à fait essentielles. Comment est-ce que le secteur s'adapte aux nouvelles réglementations internationales ? J'entends par nouvelle réglementation la fiscalité, mais aussi la lutte contre le blanchiment d'argent.
Monaco est un pays ouvert, donc ouvert physiquement, il n'y a pas de garde-frontière, hein. Enfin, vous rentrez, vous sortez à Monaco, il n'y a pas de difficulté, et c'est un pays ouvert sur le reste du monde, et Monaco a cette légitimité et ambition d'être considéré au même titre que n'importe quel État sur la planète. Madame Lemoine parlait de la taille en matière économique, qui n'avait pas d'importance en matière politique. Peut-être qu'on peut dire la même chose. Vous savez, Monaco est un pays qui participe à l'ONU, donc vous avez la principauté de Monaco a un droit de vote, au même titre que les États-Unis, donc ça c'est pour donner un peu l'idée. Et donc à ce niveau-là, quand vous acceptez d'intégrer cette, on va dire, réalité internationale, il est normal et naturel d'être aussi en conformité avec tous les accords qui se développent dans le temps et se mettent en place. Aujourd'hui, nous en avons plusieurs. Alors, les deux derniers d'actualité, on va dire, sont les accords en matière d'échange fiscal, donc les accords avec l'OCDE, qui aujourd'hui conduisent la principauté de Monaco à assurer un échange d'informations au même titre que n'importe quel autre pays participant à ces échanges. En matière de blanchiment, là également, nous avons, alors aujourd'hui on est tous un petit peu, on va dire, sous le stress, on va dire ça comme ça, de cette fameuse liste grise du GAFI, mais bon, il faut quand même rappeler que ce n'est pas une nouveauté que les instances internationales parlent avec Monaco et viennent à Monaco pour s'assurer que la conformité est en place. Après, il y a parfois des situations dans lesquelles on va vous dire, là, ce n'est pas tout à fait le cas, donc il faut retravailler un peu. Le ministre d'État l'a évoqué, c'est une des priorités dans sa feuille de route, et aujourd'hui, cette feuille de route, elle est très largement engagée, et à date, les résultats sont plutôt encourageants. Autre question, quel est l'impact, Monsieur Laure, du modernisme, la numérisation et les nouvelles technologies sur les services financiers monégasques? Est-ce qu'il y a un impact notable? Alors, l'impact disons, des services financiers, enfin, sur les services financiers, oui, de l'évolution technologique, il est, on va dire, la principauté est avant-gardiste, donc elle est forcément au fait de ces choses-là. oui, là aussi. Vous savez, dans les banques, dans les sociétés financières, il y a une quarantaine d'années, on écrivait encore les écritures comptables sur des cartons à la main, et puis on tenait des petits documents et des papiers à l'intérieur pour dire, bon ben voilà, ça c'est votre portefeuille titre. Bon, depuis ça a bien évolué, et l'évolution s'accélère. À Monaco, il y a deux points qui sont importants. Le premier, je pense, c'est en ce qui concerne les placements financiers, c'est le premier élément, puisque nous avons déjà les clients qui nous interrogent là-dessus et qui disent comment est-ce que nous devons réallouer nos capitaux, comment est-ce que nous devons choisir les supports d'investissement. Donc ça, c'est déjà un premier point qui oblige les intervenants et les interlocuteurs à être en capacité de répondre. Donc ça renvoie à la formation, ça renvoie à la qualité, ça renvoie à ce que nous présentions précédemment. Le deuxième élément, c'est l'élément opérationnel. C'est-à-dire, vous avez ces évolutions technologiques qui arrivent, opérationnellement, qu'est-ce que nous en faisons et qu'est-ce que nous devons en faire? Alors là-dessus, on a deux points, je pense. Le premier, c'est l'aspect entrepreneurial. Et vous avez vu qu'à Monaco, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont constituées et qui se constituent autour de la numérisation, de l'intelligence artificielle, de voilà, toute cette nouvelle technologie. Le deuxième point, c'est qu'en matière financière, cette technologie doit s'intégrer dans un environnement réglementaire qui n'est pas l'environnement réglementaire uniquement monégasque, mais l'environnement réglementaire dans lequel Monaco est intégré, c'est-à-dire l'environnement réglementaire européen, et pour lequel je pense, enfin pas je pense, mais la principauté de Monaco aujourd'hui est en discussion, dans le cadre des discussions justement de l'Europe. Parfait, merci beaucoup pour cet éclairage monégasque des finances. Je vous en prie, merci à vous. Alors, Stéphane Bruno, je me retourne vers vous. Avec vous, on va avoir une petite discussion, un petit échange qui synthétisera un petit peu nos débats. Vous êtes le directeur du développement économique de la Principauté. J'ai envie de vous demander, au-delà des secteurs historiques, là on va revenir un peu sur l'attractivité, comme l'immobilier et le tourisme, qu'on connaît bien à Monaco, quels sont les domaines sur lesquels Monaco performe vraiment aujourd'hui et mise aussi sur son développement futur?
Alors pour ce qui est des domaines qui performent aujourd'hui par rapport aux chiffres qui ont été donnés ce matin par le ministre d'État et que je valide bien évidemment avec plus de 30% de création de sociétés, on est sur des secteurs, j'ai envie de dire, historiques entre guillemets, à l'exception peut-être du numérique, mais bon, ça fait 3-4 ans qu'on s'est bien développé. On est sur le commerce de détail, le commerce de gros, les activités que nous on appelle maritimes, donc yachting et shipping, les bureaux d'études et le BTP. On a bien évidemment nos acteurs historiques, hein. Robert Laure en a bien parlé avec les activités financières, assurances, l'immobilier. Et maintenant, pour ce qui est des secteurs sur lesquels il faut miser, je pense qu'il ne faut pas miser sur un secteur, il faut peut-être, avec l'UNMILA, se poser et identifier un petit peu ce que moi j'appelle des verticales, c'est quoi les secteurs stratégiques, mais en tenant compte de nos contraintes. Parce que je pense qu'au Monaco aussi beaucoup de contraintes. Je parle notamment en matière de surface. Ça commence à devenir assez critique parce que quand on voit 700 entreprises se créer chaque année, évidemment, au bout d'un moment, on va se poser la question des surfaces. Moi, je n'ai jamais autant autorisé de partage de sièges que depuis 2 ans pour permettre justement à nos entreprises d'avoir un siège social. Donc, il y a des entreprises installées qui disposent de quelques surfaces et qui les mettent à disposition sous certaines conditions de nouveaux acteurs. Et puis se projeter aussi en disant qu'est-ce que Monaco doit changer pour attirer certains secteurs ou se développer dans des secteurs, parce que je pense qu'on doit écrire une nouvelle histoire sans renier notre histoire, donc il faut se projeter, et je pense qu'avec l'UNMILA, il y a une feuille de route assez intéressante sur ces sujets, parce que là on ne parle pas que de composantes économiques, on parle de toute composante de politique publique. Vous parlez des verticales, vous pouvez nous donner un exemple ? Les verticales, je vais donner l'exemple de certains pays qu'on rencontre, c'est dans les domaines de la logistique, dans les domaines de tiers de confiance, le numérique, mais dans le numérique on met beaucoup de choses. Moi j'ai des dizaines de dossiers par semaine de boîtes qui se prétendent numériques, mais dedans j'ai de l'IA, j'ai du développement d'applicatifs, j'ai du développement de sites internet, j'ai de la numérisation, j'ai de l'archive électronique, il y a beaucoup de choses. Donc je pense qu'au bout d'un moment il faut aussi cibler les secteurs, mais aussi les acteurs, parce que Monaco attire beaucoup de monde, c'est évident, mais nous, notre premier travail, c'est de s'assurer de la bonne moralité et du réel intérêt économique de l'acteur qui veut s'installer. Et là, c'est la question suivante. Les secteurs d'activité sont ce qu'ils sont, mais une fois que vous attirez les gens, comment vous les accompagnez ? Et notamment les entreprises pour qu'elles s'y implantent et qu'elles prospèrent en principauté. Bien sûr. On les accompagne de différentes manières. Tout d'abord avec mes équipes du Monaco Business Office, dont je tiens à saluer le travail, puisqu'on a la chance d'avoir une petite taille, une administration de proximité, ce qui veut dire qu'on peut faire presque du sur-mesure et qu'on peut accompagner nos nouveaux acteurs et même ceux qui sont installés sur leurs besoins divers et variés. J'en profite de faire une petite annonce aussi, puisqu'on parlait numérique. La semaine prochaine, on va mettre en ligne 3 téléservices qui permettront à tous les acteurs qui souhaitent s'installer en nom personnel de faire leur démarche de création 100% en ligne. Ce qui nous permettra, nous, de consacrer du temps à autre chose que l'instruction administrative et au moment de les recevoir, de les écouter et de proposer des accompagnements sur mesure. Et on les accompagne aussi surtout avec tous les dispositifs d'aide au financement, au développement de l'innovation, à la commercialisation qu'on a mis en place avec mes équipes et le département des finances. Et on a un panel assez complet qui permet d'accompagner une entreprise à toutes ces étapes de croissance, de la start-up, c'est Monaco Tech, j'ai Monaco Boost qui aujourd'hui est complet, donc ça montre aussi le dynamisme entrepreneurial. Et puis voilà, je crois que notre force, c'est d'être capable d'accompagner à tous les steps d'une entreprise, mais il y a encore des choses à faire. Vous faites du sur-mesure ? Oui, je pense qu'on fait du sur-mesure, c'est l'avantage de Monaco. Je pense qu'il serait dangereux de partir sur des dizaines de secteurs d'activité parce qu'on n'aurait pas les moyens, 1, de les accueillir en termes de surface, et 2, de les accompagner, et 3, financièrement, de proposer des dispositifs en rapport avec le nombre d'acteurs qui arriveraient. Donc mieux vaut cibler, bien accompagner, plutôt que prendre tout ce qui vient et mal le faire. C'est ça un peu le message ? Absolument, puis je pense que c'est la force de Monaco, de bien cibler et puis de toujours viser l'excellence dans tous les domaines. Stéphane Runeau, quels sont les principaux défis économiques que la principauté doit maintenant relever pour maintenir sa compétitivité et quels sont les secteurs, vous l'avez déjà un petit peu abordé, dans lesquels vous avez identifié des pistes d'amélioration ? Je pense que les défis ne sont pas uniquement économiques. Si on se cantonne à ces défis-là, je pense qu'on va faire fausse route parce que attirer une entreprise, et je ne peux pas le dissocier d'attirer un résident parce que depuis 2 ans, il y a un nouveau phénomène, c'est que la plupart de nos résidents viennent aussi avec des projets professionnels. Donc il faut être capable de les accompagner dans toutes les composantes de leur vie, aussi bien personnelle que professionnelle. Ça veut dire le logement, la santé, la mobilité, l'éducation, qui devient un vrai sujet. Quand je dis l'éducation, ce n'est pas la qualité de notre éducation, c'est notre capacité d'accueil.
Voilà. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de résidents qui viennent me voir et qui ont un projet d'entreprise, mais qui aujourd'hui sont un peu en stand-by parce qu'ils ne trouvent pas de place dans les écoles pour leurs enfants. On en a parlé Forcément, sur la table ronde précédente. C'est l'école internationale. Donc, pour ça qu'il ne faut pas se limiter aux défis économiques, mais je pense qu'il faut se poser vraiment autour de la table avec l'ensemble des acteurs concernés et pas uniquement des finances. Dernière question, quels sont les impacts de la lutte anti-blanchiment sur le dynamisme économique et les entreprises de la place monégasque? Alors, on va garder le meilleur pour la fin. Je dirais l'impact aujourd'hui, je connais bien le sujet, parce que pendant 3 ans et demi, ça a été 90% de mes jours, voire de mes nuits. Aujourd'hui, on a la chance au niveau de ma direction d'avoir satisfait tous les standards. J'ai pas vu trop d'impact au niveau de l'attractivité, de la volonté de certains acteurs économiques de s'installer. Au contraire, ce que la principauté a démontré, c'est son engagement dans des délais très contraints de répondre à ces standards, de mettre en œuvre des moyens humains, financiers, législatifs. Et je trouve qu'on a été très vite. Et c'est là où on a su exploiter notre petite taille. L'impact aujourd'hui que je vois, il y a un impact positif en termes d'image quand même, parce qu'on démontre qu'on veut montrer patte blanche, sans jeu de mots de ma part. L'impact, par contre, le plus contraignant, et Robert Laure, on en a déjà parlé, c'est les difficultés que rencontrent les entreprises que l'on autorise à ouvrir un compte en banque. Donc ce n'est pas du tout une critique de ma part envers les banques, parce que c'est largement compréhensible, mais l'impact que je vois aujourd'hui et la contrainte, elle est à ce niveau-là, où on a beaucoup de difficultés. Bon, ils finissent par y arriver pour la plupart, mais ça prend du temps. Parfois, certains, ça les décourage un peu. Et puis moi, légalement, ça m'oblige à aller au-delà de la loi, puisque normalement, quand vous avez une entreprise qui est autorisée, elle a uniquement 1 mois pour s'immatriculer, et l'immatriculation, on a une des contraintes, c'est l'ouverture de compte. Donc là aussi, je fais du sur-mesure en accordant des délais de prorogation lorsque les motivations ou les raisons des difficultés à trouver un compte sont légitimes et positives, parce que même si on fait beaucoup d'enquêtes lorsque on autorise nos entreprises, il arrive que les banques aient aussi accès à des informations qu'on n'a pas, et des fois, elles refusent l'ouverture de compte pour de très bonnes raisons. Un petit mot pour finir. Est-ce qu'on peut être optimiste et je vais la poser également à tous les autres intervenants autour de la table, sur l'attractivité et la situation économique de la principauté dans les 3 ou 4 années à venir? Alors, je vais répondre en disant qu'il faut plutôt être réaliste. On a parlé de chiffres tout à l'heure. Moi, je suis toujours très prudent quand on regarde les chiffres, parce que les chiffres, c'est du quantitatif. Je pense que là, on a une analyse à faire sur la partie qualitative, c'est-à-dire regarder pourquoi nos résidents et nos acteurs économiques s'installent, quelles sont leurs principales motivations, parce que maintenant, le privé et le professionnel se mélangent. Je ne suis pas pessimiste, par contre, je pense qu'il faut se remettre en question, il faut identifier des axes d'amélioration, parce que certes, on est petit, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à exploiter de cette petite taille. Il faut exploiter les synergies. Ce n'est pas un handicap, hein, nous a dit Madame Lemoine, d'être petit. Ce n'est pas un handicap, au contraire, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mieux utiliser les synergies entre les différents acteurs institutionnels, et puis mieux cibler aussi certaines actions, certains déplacements, et puis je répète, faire du sur-mesure, parce qu'on en a les moyens, et puis nous, on ne peut pas accueillir des centaines d'entreprises et de résidents tous les ans, au contraire, donc il faut vraiment filtrer par le haut. Et puis, voilà, c'est un travail, je tiens à le souligner aussi, qu'on fait avec les équipes du MEP sur nos déplacements. Et je pense que la synergie, c'est ça, c'est prendre tous les acteurs, tous les cerveaux qu'on a autour de ces sujets, et pas qu'économiques, et puis travailler ensemble, parce que je pense que s'il y a vraiment une période où il faut se serrer les coudes et travailler en équipe, c'est en ce moment et dans les années qui viennent. La solidité de Monaco, optimiste, réaliste, mesdames, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Est-ce que, Mathilde Lemoine, est-ce qu'il faut être résolument optimiste pour Monaco dans les années à venir? Je partage totalement ce que disait M. Bruno, c'est que réalisme paraît aussi dans le domaine de l'économie internationale le bon terme. Encore une fois, c'est que comme on évolue, on est en phase de transition d'un système à un autre, on n'a pas forcément les outils pour appréhender ce qui va se passer. Parce que la stratégie peut ne pas fonctionner. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment tout ce qui permet d'être agile et réactif. Et donc je pense que les hommes sont très importants. Et peut-être un message de l'économiste que je suis, c'est que les innovations viennent de potentiellement chacun d'entre nous, quel que soit notre niveau de qualification. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce que ce qui génère le dynamisme
C'est vraiment la diffusion des innovations au sein d'une société, au sein d'un écosystème, d'un petit territoire, quel que soit son niveau de qualification. Et ça, je crois que c'est quelque chose aussi qui est important à avoir en tête. Le collectif avant tout. Exactement. Madame Racona-Le Goff. Oui, pour rebondir sur ce qui a été dit et sur les propos de Stéphane, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il faut absolument que Monaco définisse une stratégie qui a toujours existé, mais s'attache à la redéfinir en prenant le temps de se poser, de consulter, d'écouter et par exemple de mettre en œuvre quelque chose à la fois réaliste, mais aussi pragmatique. Je pense que le pragmatisme doit aussi guider notre action. Là où je m'éloigne un peu du propos de Stéphane, ce qui fait aujourd'hui la richesse de notre tissu économique, c'est aussi sa diversité. Donc, je partage le fait qu'il faut certainement cibler certains secteurs d'activité particulièrement porteurs de par l'innovation, etc. Mais en revanche, je considère que vraiment, ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est d'avoir un tissu économique aussi riche, avec autant de secteurs d'activité représentés, et des entreprises totalement diverses. Donc je pense qu'on sera suffisamment efficace pour concilier les deux, optimiser et orienter notre réflexion sur certains pans de l'activité, oui, avec peut-être certains services en plus et un sur-mesure, encore plus sur-mesure, parce que l'on considère que c'est vraiment là-dessus qu'il faut miser, mais pour autant, moi j'estime qu'il ne faut fermer la porte à rien tout en restant conforme à notre identité, nos principes, nos valeurs, ce qui a fait Monaco par le passé, ce qui doit continuer à être Monaco dans le futur, mais une stratégie commune, élaborée à plusieurs et déclinée ensemble sur tous nos pans d'activité et pas seulement l'économie. Et là, nous sommes bien d'accord. Eh bien, merci infiniment. Ce sera le mot de la fin. À moins que M. Laure veuille juste dire un petit mot. Est-ce que les banquiers, oui quand même, est-ce que les banquiers monégasques sont réalistes et optimistes? Les banquiers monégasques sont flexibles. Enfin, et ça, voilà. Je pense que c'est l'élément. S'adapte. Ah oui, oui, ça c'est... Je ne vais pas vous voler trop de temps, mais... on m'a fait signe au fond. En matière d'évolution macroéconomique, aujourd'hui, on continue à rester sur des taux de croissance qui continuent à créer de la richesse. Et de la richesse qui se crée, ça veut dire qu'il y a des gens qui regardent toujours la principauté de Monaco pour tous les niveaux, pour venir s'installer, pour venir développer une activité, pour quoi que ce soit. Donc, à nous de les accueillir dans les bonnes conditions et de continuer sur notre chemin. Et de faire preuve de flexibilité. Absolument. Merci infiniment à tous les quatre. Merci beaucoup.